Conte des fées *** produced by Tonya Allen and PG distributed proofreaders. This file was produced from Image generously made available by the Bibliothèque nationale de France, BNF/Gallica, http://gallica.bnf.fr. Conte des fées par Robert de Bonnières. Introduction. En ce temps-là vivait le roi charmant, Serpentin vert et Florine Mamie, et, dans sa tour pour 100 ans endormie, dormait encore la belle au bois dormant. C'était le temps des palais de féerie, de l'oiseau bleu, des pantoufles de verre, des longs récits dans les longs soirs d'hiver, moins sots que nous y croyait, je vous prie. Le rosier enchanté. Comment une gentille fée était retenue dans un rosier, et comment elle offrit son amour à Jeannot. Jeannot, un soir, cheminait dans le bois et regagnait la maison d'un pied leste, lorsqu'une voix, qui lui parut céleste, l'arrêta net. Jeannot, disait la voix. Qui fut surpris. Dame. Ce fut notre homme. Il ne s'était aucunement douté qu'il cheminait dans le bois enchanté. S'il n'avait peur, ma foi. C'était tout comme. Il demeura tout sot et tout transi. Jeannot, mon bon Jeannot, redisait-elle. Il n'était pas, certes, une voix mortelle charmante assez pour supplier ainsi. Or, en ce lieu, poussait plus haut qu'un orme un rosier d'or aux roses de rubis. Le paysan eut 1000 brebis d'un seul fleuron de ce rosier énorme. La voix partait de ses rameaux touffus, car il y vit une gentille fée, de diamants et de perles coiffée. Jeannot tira son bonnet, tout confus. Jeannot, je veux te conter ma misère, dit-elle, écoute et remets ton bonnet. Je te demande une chose qui n'est que trop plaisante à tout amant sincère. Point. Le jeune gars écarquillait les yeux, comme en extase, et restait tout oreille. Il n'avait vu jamais beauté pareille, ni de fichu d'argent aussi soyeux. La fée était belle en beauté parfaite, rare, en effet, et mignonne à ravir, tant, qu'à jamais, pour l'aimer et servir, je n'en voudrais pour moi qu'une ainsi faite. Mon bon Jeannot, aime-moi seulement, reprit la fée, il n'est point de tendresse et de baisers et de bonnes caresses, que je ne fasse à mon fidèle amant. Aime-moi bien, puisque je suis jolie, aime-moi bien aussi, pour ma bonté. Je suis liée à cet arbre enchanté, rond, en m'aimant, le charme qui me lie point. Je ne dis non, fit l'autre, et je m'en vais tout droit conter notre cas à ma mère. Conseil ne nuit, l'on cueille pomme amère sans que pourtant le pommier soit mauvais point. Il fut conter la chose toute telle, riant, pleurant, amoureux et dispos. Du coup, sa mère en laissa choir 2 pots qu'elle tenait. Et, mon gars, lui dit-elle, fais à ton gré. Ce nous est grand honneur. Va, mon garçon, et pousse l'aventure. Nous aurons Jean, malgré notre roture, pour nous donner bientôt du Monseigneur. Elle rêvait déjà vaisselle plate, non plus salée, mais belle venaison, vin en tonneaux et le linge à foison, côte de soie et robe d'écarlate. Jeannot courut. L'aurore jusqu'aux cieux avait poussé sa lueur roselée, la fée était belle et bien envolée et tout le bois rose et silencieux. Moralité ne tardez pas, quand l'heure heureuse sonne, gentils amants. Aimez-vous sans façon. Le bel amour n'a besoin de leçons, le bel amour ne consulte personne. Belle mignonne y comment belle mignonne y aima le page parfait au détriment de beau fils de roi. L'infante avait 16 printemps, dont je vous veux conter la vie. La légende que j'ai suivie fait régner son père du temps que l'histoire n'était écrite, il n'importe. Mais je voudrais faire aimer ces gentils attraits selon leur grâce et leur mérite. Belle mignonne était son nom, ce nom, s'il faut que j'en raisonne, venait de ce que sa personne n'avait trait qui ne fût mignon. Parmi les plus belles merveilles, il n'était point telle beauté, tant que chaque prince invité n'avait plus que soucis et veille.
Ils amenaient de grands présents en or, joyaux et acants et, en étoffes bien façonnées, en santal, myrrhe et grains d'encens, ce qui faisait bien mieux l'affaire du roi que les maigres cadeaux qu'Ansaanitz, Disin et Rondeau, les poètes lui venaient faire. Parmi tous ces beaux fils de roi, était un pauvre petit page, il n'avait aucun équipage, or, ni joyaux, ni palefroid, le rang ne vaut âme bien faite. Son nom de page était parfait, de ce que son âme, en effet, comme sa mine, était parfaite. L'infante l'aimait en secret, bien qu'encore aucune parole, bouquet parlant ou banderole eût assuré l'amant discret, et notre amant, mélancolique, d'autre part, ne pouvait oser à si grande dame exposer sa très amoureuse supplique. Il faisait pourtant de grands vœux, ne voulant qu'être unis ensemble. Tout en n'avouant rien, ce semble, ne peut-on compter pour aveu rougeur et trouble en l'attitude qui ne trompe le bien-aimé, et par coup d'œil à point nommer leur bienheureuse inquiétude. Comment belle mignonne avait eu de sa marraine le dos de faire naître des fleurs sous ses pas aussitôt qu'elle aimerait sacher, sans aller plus avant, que mignonne eut à sa naissance, d'une fée, unique en puissance, en magie et charme savant, le joli dos de faire naître, sous ses pas, des fleurs à foison, en tout temps et toute saison, quand amour se ferait connaître. Notre marraine avait été malicieuse autant que bonne, en cela contraire à Sorbonne, qui n'a malice ni bonté. Il advint, comme bien on pense, qu'à son fait, petit à petit, leur même désir aboutit, et qu'amour eut sa récompense, le page reçut, un beau jour, un message de sa maîtresse, qui lui mandait, par lettre expresse, de l'attendre au pied de sa tour, qu'elle descendrait à sa vue, et que le soir même elle irait, avec le page, où Dieu voudrait. Et de son seul amour pourvu, dans un pli de satin léger l'infante enferma son message, et quel clignot de passage fut au page bon messager. La rencontre eut lieu, j'imagine. Et, cette nuit-là, par les chants il fut dit bien des mots touchants, et bien baisé deux mains d'Hermine. Laissons-les, où qu'ils soient allés, dès l'aube, une route fleurie vers nos amants, en ma féerie, nous conduira, si vous voulez, car le doc de sa marraine eut belle mignonne en naissant fit que ses pieds allaient traçant un beau chemin de fleurs, sans graines. Chacun de ses pas amoureux avait fait naître œillets, pervenches, roses, rouges et blanches. Pavots divers et lys nombreux, et naître mauves, pâquerettes, herbes aux perles, reines des prés, hyacinths, glaïeuls pourprés, folles avoines aux folles aigrettes, et naître encore serpolets, muguets, sauges et véroniques, pivoines aux rouges tuniques, soleil d'or, iris violet, et roselettes centaurées, basilic au parfum troublant, menthes, liserons bleus ou blancs et belles de nuit azurées, et, s'il fallait dire en tout point les fleurs qu'elle avait fait éclore, pas plus que les jardins. De flore, mon jardin n'y suffirait point. Comment le roi et la cour suivirent les amants à la trace et découvrirent un château de fleurs au lieu de forêt quand les servantes éveillées virent jusqu'au horizon bleu ce beau chemin miraculeux, du haut des tours ensoleillées, en hâte, aux dames du palais elles furent contées la chose, et les princes, pour même cause, furent cherchés par leurs valets. Ce fut un grand remue-ménage dans le château, jusqu'à ce point qu'ayant mis son plus beau pourpoint, le roi fut du pèlerinage. La cour entière par les prés marchait en bel ordre à sa suite, suivant nos amants et leur fuite en tous ces détours diaprés. La surprise était infinie de ce que ce nouveau printemps foisonna de fleurs dans le temps qu'il naît aux champs qu'herbe jaunie. Or cet admirable chemin menait à la forêt prochaine, il n'était charme, orme, if ou chêne qui ne fût tendu de jasmin, de chèvrefeuille, de glycine, de vigne vierge et d'autres fleurs, mêlant et tramant leurs couleurs, d'une branche à l'autre voisine. Tant et si bien, qu'en ces beaux lieux ce n'est plus, comme en l'entourage, forêt d'automne sans ombrage, mais plutôt palais merveilleux, aux murs faits de branches taillées, et bâtis de fleurs en arceaux où chantaient de rares oiseaux, sur des corniches de feuillets.
De leur sans-voix, l'écho chanteur salua le roi dès l'entrée, dont l'âme encore fut pénétrée d'une même et fraîche senteur, laquelle était si bien formée de tant de parfums différents, qu'à mon embarras je comprends qu'aucun auteur ne l'ait nommé. Le roi, du portail, pas à pas poussa jusqu'aux galeries où figuraient ces armoiries de lys sur Ne m'oubliez pas. Il fut touché de cet hommage de fée à monarque, d'autant que les oiseaux allaient chantant ces hauts faits en humain ramage. 4 comment Belle-Mignonne et le page parfait furent trouvés l'un près de l'autre endormis. Les oiseaux avaient leur secret qui le précédait par volée, le menant d'allée en allée, de salon en grotte et retrait. Toute la noble multitude cueillait des fleurs, chemin faisant, et l'on parvint, en devisant de solitude en solitude, jusqu'à l'antre d'or où, parmi des fleurs plus blanches que nature, mignonnes, en belles créatures, dormait près du page endormi. Le roi ne contint sa colère devant ce spectacle nouveau, tel qu'à son royal cerveau ne pouvait, vraiment, que déplaire. Et tout, dans le premier moment, en voyant ce tableau coupable. Il aurait bien été capable d'ordonner qu'on pendît l'amant. N'était-ce point un pauvre sire, n'ayant sou, ni maille, ni nom, si mince et petit compagnon qu'écuyer n'eût daigné l'auxir. Ils étaient pourtant beaux ainsi, tête contre tête penchée, chevelure en blonde jonchée, et bras enlacés à merci. Ils souriaient, et dans leurs rêves, aussi charmants qu'eux et légers, ils semblaient encore prolonger l'heure aux amants toujours trop brèves, car ils balbutiaient entre eux des mots si doux de voix si tendre, qu'au bois il n'est plus doux d'entendre ensemble ramiers amoureux. Je vous aime, Belle-Mignonne, je vous aime, page parfait, redisait-il. Amour de fait autrement ni plus ne jargonne. Le bel amour n'a jamais tort. Le roi pouvait-il d'aventure empêcher que, contre nature, amant aimé fût le plus fort. Contre ouragan, feu, fer et flamme, contre vent, marée et fureur, poisons, serpents, rois, empereurs, prévôt force aimante de l'âme. Notre roi donc, bien qu'à regret et bien qu'il perdît l'assurance des grands présents qu'en espérance chaque prince à sa fille offrait, ce dont il faisait le décompte, consentit bien à les unir, ainsi qu'il devait advenir de la façon que je raconte. Tout bon courtisan approuva, quoi qu'il en eût de jalousie. Il n'est royale fantaisie qu'on ne suive comme elle va, aussi fut ce chant d'hyménée, fleurs en bouquets et compliments autour du réveil des amants et de leur grande joie étonnée. Les noces durèrent 3 mois, il faudrait pour les compter telles les belles muses immortelles de Ronsard, le grand Vendômois. Sachez seulement que la reine et le roi n'oublièrent pas de faire prier au repas la malicieuse marraine. Moralité: ce chemin de fleurs peut montrer, si ma fable vous embarrasse, qu'amour laisse après soi sa trace, et d'où je veux encore tirer qu'amour est chose si fleurie. Qu'il ne se peut longtemps cacher, ni ces belles fleurs empêcher d'être telles qu'on s'en récrie. Sauchefleurie y commence, Saucefleurie y aima le fils du roi, alors vivait sans crédit ni richesse une fée humble et seule, car il est des rangs parmi ces dames, s'il vous plaît, comme, chez nous, de vilaine à duchesse. Bien qu'elle n'eût ni renom ni pouvoir et qu'elle fût pauvre en sa confrérie, pauvre jusqu'au besoin, Sauchefleurie tel est son nom était charmante à voir. Au bord d'un lac tout fleuri de jonquilles, elle habitait le tronc d'un saule creux et ne quittait son réduit ténébreux plus que ne font les perles leurs coquilles. Mais un beau jour que, chassant par le bois avec sa meute un superbe équipage, le fils du roi menait à grand tapage du bois au lac un dit corps aux abois, pour voir les chiens et la belle poursuite et les pourpointes brillants des cavaliers, elle quitta son arbre, et des alliés voyait passer le prince avec sa suite. Le fils du roi, qui saluait déjà, car c'est de fée à prince assez l'usage, en voyant mieux un si charmant visage, s'arrêta court et la dévisagea. Sauge, sans plus se cacher dans les branches, en le voyant si beau, de son côté le regardait devant elle arrêté, droit dans les yeux de ses prunelles franches. Naïf amour par pudeur s'enhardit, le fils du roi baissa les yeux par contre, chacun s'en fut méditant la rencontre,
tous deux s'aimaient et ne s'étaient rien dit. De comment une maîtresse fée condamna Saugefleurie. Or tout se sait, une maîtresse fée fit donc venir Sauge à son tribunal. Vêtue ainsi que l'oiseau cardinal, la vieille était d'aspic ébouriffé, elle était vieille, et par cela j'entends que de jeunesse elle était ennemie. On le va voir, je veux, Sauge, mamie, te corriger, s'il en est encore temps, lui dit la vieille aigrement. Sans mon zèle, vous nous l'alliez donné belle à ravir et par ma foi vous nous alliez servir un joli plat d'amour, mademoiselle. Passe un beau ciré, sans plus de façon, voilà mes gens amoureux face à face. Pardieu! Plutôt que la chose se fasse je ferai pendre ici 10 beaux garçons point. Et ce disant en parut si méchante qu'elle eût fait peur même au roi très chrétien par sa beauté, sa grâce et son maintien. Saugefleurie était pourtant touchante. Mais rien ne fait contre elle et pouvoir. Il faudra bien que ton beau bec réponde, car, sans chanter, il n'est poule qui ponde, Sauge mamie et je te vais pourvoir. Je vous dirai, sans tarder davantage, si votre cœur s'intéresse à son sort, qu'aimer un homme était un cas de mort pour Sauge, esprit n'ayant chair en partage, ce que prouva la vieille en un latin qui dépassait l'intellect en puissance, et distingua des cas de quintessence à dérouter Sauge et l'abbé Cotin. Sauge, pourtant, demeurait bouche close et de cela ne voulait seulement qu'aimer le prince et mourir en l'aimant comme disait la vieille avec sa glose. Sans moi déjà vous avez pu songer qu'en cette affaire ayant la loi formelle et des aveux, notre juge femelle condamna Sauge, et sans rien ménager. Et pensez bien que la fée amoureuse ne marchanda son immortalité, et que du coup, comme on me l'a conté, elle s'en fut plus que vivante heureuse, à note 1, voir la note à la fin du volume. 3. Comment Saugefleurie alla trouver le prince en son château. Or nul pouvoir ne pouvait s'opposer, malgré l'arrêt de notre vieille en rage, au libre emploi de son gentil courage non plus qu'au choix de son premier baiser. Sauge, à pied donc comme en pèlerinage, alla trouver le prince en son château, et tout le long de la route un manteau rude et grossier cacha son personnage. Elle arriva par la pluie et le vent, sur elle ayant laissé crever la nue, et, si d'abord fut des gens méconnus, ne surprit point le prince en arrivant. Mon cœur, dit-il, vous attendait, princesse, du bois au lac, je vous cherchais, ma fleur, et fatigué du cri de ma douleur l'onde et le ciel, n'ayant repos ni cesse point. Et ce disant, il se prit à baiser à deux genoux sa main mignonne et fine, et puis voulut sur l'heure à la dauphine présenter Sauge avant de l'épouser, il lui fit faire un peu de belle flamme pour la sécher d'abord. Tant de beauté, de naturel et de simplicité en cet état le touchait jusqu'à l'âme. Il fit venir perles, saphirs, rubis, bijoux montés et volutes de Vérone. Il fit de même apporter la couronne et préparer des merveilleux habits. 4. Comment Saugefleurie fit au prince un noble et touchant discours. Sauge admira ces objets sans envie et dit, Seigneur, les beaux jours sont comptés. Aimez-moi bien, et jamais ne doutez du bel amour dont j'ai l'âme ravie. Est-il pour moi besoin de tant d'apprêts? N'aimez-vous point la belle solitude, et des amants n'est-ce plus l'habitude de mieux s'aimer quand l'amour est secret? Restons ici sans plus, si bon vous semble, nos yeux pourront se parler à loisir, et nous n'aurons de si charmants plaisirs que seul à demeurer ensemble. Auprès de vous, je sens mon cœur léger, légère et l'heure aussi qui me convie est là, tout beau. Je vous donne ma vie. Prenez-la donc, mais sans m'interroger point. Elle lui fit un généreux sourire ne regrettant ce qu'elle avait bien fait, ni songeant même point et son bonheur parfait en mots humains ne se pourrait décrire. Amour et mort sont toujours à l'affût, ne croyez pas que celle que je pleure fut épargnée. Elle sécha sur l'heure comme une fleur de sauge qu'elle fut. Moralité je compte peu qu'une femme ainsi même jusqu'à mourir, ceci montre, pourtant, que pour aimer, ne fût-ce qu'en instant, l'on brave tout, madame, et la mort même.
Les 3 petites princesses comme 3 bonnes fées firent 3 beaux dons à 3 petites princesses 3 filles d'un roi sarrasin, le même jour, furent priées et le même jour mariées aux 3 fils d'un prince voisin. Elles eurent même grossesse, au bout de 9 mois mêmement, il leur naquit, pareillement, 3 petites princesses. Le roi mort, dit le conteur, fit proclamer leur délivrance en Inde, en Perse et jusqu'en France, et dépêcha son enchanteur auprès de 3 gentilles fées qui, dans 3 chars tendus d'or froid, se présentèrent toutes 3, d'Aurore et de Lunatifée. Après qu'il fut fait main salut et que luth et lyre eurent cesse, chaque fée à chaque princesse fit le plus beau don qu'il lui plut. À sa princesse, la première donna pour dos qu'elle serait faite comme elle, trait pour trait, et plus belle que la lumière. Bien que soit richesse en honneur chez les mortels, dit la seconde, mon don est perle de Golconde mais belle perle de bonheur point. Vint la troisième point, il est encore, dit-elle, un dos plus précieux. En couvrant l'enfant jusqu'au lieu d'un suaire tissé d'aurore. En faisant ce dos, elle était si bonne, si douce et si tendre, qu'on ne se lassa pas d'attendre le grand bien qu'elle promettait. Grand bien n'est pas ce qu'on présente souvent pour tel, car là, tout beau. On mit la petite au tombeau, qui mourut à l'aube naissante. Moralité mieux que bonheur et beauzet vaut la mort, pour ce qu'est la vie, ne la plaignez, qui ne l'envie ne vécut et ne m'entend pas. Le petit Castel de Syrie comment Rose avait le dos d'entendre le langage des abeilles, ce qu'expose l'auteur en manière d'introduction parmi tous les dons de vertu. De beauté, de grâce et d'essence que Rose, à sa naissance, eut d'une fée, elle avait eu le dos d'entendre sans étude les abeilles en leurs friedins, aussi bien que nous entendons le bon français par habitude. Et grâce à ce rare savoir, elle avait sur le roi, son père, pour gouverner l'État prospère, tout crédit, conseil et pouvoir, l'hiver n'empêchait pas les roses d'éclore en ces temps merveilleux, et les abeilles en tout lieu en savaient long sur toute chose. Ceci n'est qu'un conte amoureux que je dédie au cœur fidèle. Aimez seulement mes modèles aussi bien que je fais pour eux. De comment Rose et Myrtille eurent un songe semblable, et des propos que Rose eut avec les abeilles Rose, à peine éveillées, dès la première aube appela ses femmes, et ce matin-là, de blanc voulut être habillée, elle fut donc vêtue ainsi que sont les blanches fiancées. Mais nul ne savait ses pensées. L'amour n'avait pu jusqu'ici troubler une dame aussi sage. On assurait qu'il n'était point de prétendant qui, sur ce point, eût vu rougir son beau visage. Quand on eut peigné ses cheveux, plus blonds qu'une moisson dorée, et qu'elle fut ainsi parée et belle assez selon ses vœux, elle fit, contre l'habitude, éloigner ses dames d'honneur, comme si son secret bonheur s'augmentait de sa solitude. Elle s'en fut seule au jardin pour causer avec les abeilles. Des parterres et des corbeilles, des bosquets, des gazons, soudain toutes s'empressèrent vers elle, et par 1000 souhaits charmants, grâces, bonjours et compliments, lui témoignèrent de leur zèle. Après tous ces gentils discours, prenant sa voix la plus menue, Rose leur dit, « Je suis venue vous demander aide et secours, et tout d'abord je vous rends grâce de ce que vous ne m'avez fait encore défaut d'aucun bienfait, voici le cas qui m'embarrasse. J'aime un prince que je n'ai vu qu'en songe encore, cette nuit même, rien ne m'est plus, sinon qu'il m'aime et qu'il m'a prise au dépourvu. Amour donc jamais ne nous laisse sans aimer, car je ne suis plus, malgré mes dédains résolus, que joie, espoir, trouble et faiblesse. Le lieu de mon songe était tel, que je vis en cette aventure ce même jardin en peinture, ces fleurs et ce petit castel que vous m'avez sur la colline tout bâti de cire, au-dessus du petit lac au bord moussu et de ce jardin qui décline. Ce fut là qu'il me vint chercher et me put expliquer sa flamme en mots si vrais, que jusqu'à l'âme son bel amour me sut toucher, et comme en un miroir immense je me voyais lui souriant et lui de même me priant tout obtenir de ma clémence. Je suis fils de roi, disait-il, et je veux vous aimer sans cesse. Vous pouvez, sans honte, princesse, m'aimer aussi.
J'ai nom Myrtille. Mon nom, lui dis-je, est Rose Rose, et, dans l'instant, nos jeunes fronts furent, ainsi que nous serons, couronnés de myrte et de roses. En me voyant si belle ainsi, et lui plus beau que la lumière, je donnai mon amour première au beau prince que j'ai choisi. Point. Songe alors n'était pas mensonge, car Myrtille eut, de son côté, comme on l'a depuis rapporté, cette même nuit même songe, il vit, dans le même moment, au même lieu, sa même image à Rose Rose rendre hommage. Et lui faire même serment, dans ce même castel de cire où, sans penser au lendemain, Rose avait bien promis sa main, à n'en douter, à ce beau cire. Et Rose dit en même temps, allez vite, abeille fidèle. Vite autant que vous aurez d'elle. Dire à Myrtille que je l'attends. Allez du couchant à l'aurore, et ne revenez pas sans lui, allez, et dites à celui que j'aime, au pays que j'ignore, lorsque vous l'aurez rencontré, qu'approuvé ou que combattu, toute de blanc ainsi vêtue, en ce castel je l'attendrai chaque jour, à cette même heure, à chaque aube que Dieu fera, et que, s'il faut, l'on m'y verra venir jusqu'au jour que je meure. 3. Comment les abeilles entreprirent un long voyage et comment Rose Rose attendit leur retour. On ne pouvait pas, en effet, contredire en cette occurrence, car il n'était pas même en France de prince en tout point si parfait, et les abeilles, à l'entendre, d'une part avaient approuvé tout ce que Rose avait rêvé de beau, de sincère et de tendre, mais, d'autre part, le pire était que par maintes et maintes contrées elle la savait séparée de Myrtille, et qu'il habitait au-delà des terres connues, en des pays si fort distants, qu'il leur faudrait bien bien longtemps avant que d'être revenus. Car le monde est grand, se dit-on. Pourtant, nos bonnes confidentes, quoique très sages et prudentes, n'objectèrent rien sur ce ton, sachant que l'amour ne raisonne et n'en veut qu'à son bon plaisir, n'ayant le goût ni le loisir de croire ou d'entendre personne. En rien donc ne contrariant son dessein, l'ambassade ailée après s'être au ciel assemblée, tourna son vol vers l'Orient, elle allait si fort admirée, comme un globe d'or dans les cieux. Et paraissait à tous les yeux si prompte, si belle et dorée, que telle ambassade, je crois, n'alla du Louvre ou de Versailles négocier les fiançailles d'aucune fille de nos rois. Rose ainsi fit qu'aux messagères elle avait dit qu'elle ferait, chaque jour, elle se parait d'étoffes blanches et légères, les myrtes aux roses mêlées saignaient son front, et sûre d'elle et de son bel amour fidèle, malgré bien des jours écoulés dans l'attente et la solitude, en son castel, chaque matin, elle attendait l'époux lointain sans trouble et sans incertitude. Et tel était son sentiment et sa foi, que la longue attente ne la rendait que plus constante, et que l'on admirait comment sa magnifique indifférence mettant la cour en désarroi déconcertait un fils de roi venu dans une autre espérance. Son père était tout déconfit et le pauvre homme en cette affaire ne savait vraiment plus que faire, et que vouliez-vous bien qu'il fît? Larmes, prières, étaient vaines, et ce fut tout de même en vain qu'il s'enquit d'un fameux devin et qu'il ordonna des neuvaines. Rose n'entendait pas raison, et revenait, sans être lasse, chaque jour à la même place consulter le pâle horizon dès l'aube. Et la belle songeuse ne songeait à rien qu'à l'amant, que lui ramenait sûrement son ambassade voyageuse. 4. Comment Myrtille fit à travers le monde un voyage merveilleux qui dura 150 années. Myrtille s'était mis en chemin, guidé par les bonnes abeilles. Lorsqu'il les eut de ses oreilles, oui, comme en langage humain, qui contait l'histoire suivie de son beau songe trait pour trait, et comment Rose l'attendrait s'il le fallait, toute la vie, aussitôt le prince amoureux, malgré tout le noble entourage, qui ne craignait que son courage en ce départ aventureux, prit une belle et bonne armée et se mit en marche à travers tant et tant de peuples divers, pour retrouver sa bien-aimée, qu'il n'est monarque ou conquérant qui, pour de moins belles victoires et des travaux moins méritoires, n'en ait reçu le nom de grand. L'amant, dont la fortune heureuse n'avait que des coups surprenants, par les mers et les continents promenait sa gloire amoureuse. Mais, si je tire du récit, dont j'ai suivi le commentaire, qu'il venait du bout de la terre, notre monde se rétrécit et n'a plus la même apparence,
car, outre les pays connus dont bien des gens sont revenus, tels que Chine, Inde, Égypte et France, il avait encore parcouru bien des mers depuis ignorées et de fabuleuses contrées qui de ce monde ont disparu, la mer où chantaient les sirènes et les vallons mélodieux peuplés de héros et de dieux encore chers aux muses sereines. Le jardin d'Éden, où tomba Adam et la race insoumise des hommes, la terre promise et le royaume de Saba, la côte d'Ophir et, près d'elle, l'or en montagne accumulé, le Venusberg, l'île Thulé, où mourut le vieux roi fidèle, et les terres des paladins, et la forêt où j'imagine que vivaient Morgane et Brangine, l'île d'Armide et ses jardins avant Renaud et la croisade, et tout l'Orient enchanté, en 1001 nuits comptées par la bonne Scheherazade, et Myrtille allait à travers le monde, entraînant à sa suite, en son amoureuse poursuite, tous les peuples de l'univers. Car les abeilles étaient fées, et, dès que son glaive avait lui, les rois vaincus dressaient pour lui des colonnes et des trophées. Si le voyage fut si grand que je n'ai pu faire le compte des merveilles qu'on en raconte, je puis, du moins, en comparant les dates qui m'en sont données, conclure que, pour parcourir l'univers et le conquérir, il mit 150 années à note 1, ce calcul est insuffisant, car alors la belle durée des longs ans était mesurée autrement qu'elle est à présent. Note de l'auteur, V. Comment Myrtille vit le petit castel de cire et les admirables changements qui s'étaient faits dans la nature du jardin. Il est clair qu'un si grand concours de peuple en tel équipage ne se meut point sans grand tapage. Donc, par les chemins les plus courts, tous les courriers de la frontière revenaient en hâte, annonçant à Rose qu'un roi tout-puissant avait conquis la terre entière et n'avait plus qu'à conquérir ce seul royaume, en telle sorte que son armée était si forte, qu'il entrerait sans coup férir. Rose ouïtait ce préliminaire comme reine, sans s'émouvoir, ayant hérité du pouvoir de son père mort centenaire. On vivait très vieux en ce temps. Mais l'on s'étonnait que la reine demeurât d'humeur si sereine devant ces périls éclatants. Or, sans vous creuser la cervelle, vous avez deviné comment Rose ne s'émut nullement en entendant cette nouvelle, car vous pouvez vous figurer que quelque abeille avant-coureuse avait dit à notre amoureuse plus que de quoi la rassurer. La mouche fée, à son oreille, comme une clochette d'or fin, sonna si doucement, qu'enfin Rose n'eut joie autre ou pareille. Comme moi, vous pouvez déjà conclure de cette arrivée que, dès que l'aube fut levée dans le ciel et se propagea, Myrtille avait quitté sa tente, et précédé du bel essaim qui le servait en son dessein, poursuivait sa course constante, et cela de telle façon, que Myrtille, comme je vais dire, vit le petit castel de cire dont notre essaim fut le maçon. Toutes choses étaient changées sinon de lieu, du moins de fait, les mêmes lilas, en effet, et les buis en belle rangée, avec l'âge étaient devenus si grands, que les grands chênes, que l'on voit aux forêts prochaines, n'étaient que brins d'herbe menus, et que les reines marguerites, ainsi que les jeunes rosiers, abeilles, où vous vous posiez, sans rien perdre de leur mérite, étaient en telle floraison, quand une rose, n'en déplaise, Rose aurait dormi mieux à l'aise qu'en son lit. Par comparaison, et l'odeur fraîche et pénétrante de tant de parfums, dit l'auteur, avait fait une eau de senteur de l'onde unie et transparente du lac, qui s'était emportée hors de ses bornes naturelles, que ces eaux pouvaient bien entre elles couvrir notre monde habité. Car toute chose, au contraire de sans les dire, avait été vieillissant en telle beauté qu'il est malaisé de pourtraire les admirables changements qui s'étaient faits dans la nature du jardin qu'avait, en peinture, montré deux songes si charmants. 6. Comment les colombes blanches accompagnèrent Rose jusqu'au castel de cire et comment Myrtille l'y rejoignit. Si la blancheur est un des signes de la vieillesse, je dirais que les biches aux poils dorés, les tourtereaux bleus et les cygnes plus noirs alors que les corbeaux, si j'en crois l'auteur que je cite, étaient en ce merveilleux site si blanc de vieillesse et si beau, que de race en race engendrés jusqu'à leur dernier rejeton, au pays que nous habitons leur blancheur en est demeurée. C'est seulement depuis ce temps que nous voyons le blanc plumage des colombes au doux ramage, biches blanches et merles blancs. Quoi qu'il soit de cette origine, vous eussiez vu là ce matin les belles broutesseuses de thym,
plus blanches que l'on imagine. S'arrêter de brouter pour voir passer la blanche fiancée grave et dès longtemps exercée au long amour de son devoir, tandis que la troupe fidèle des colombes allait volant jusqu'au castel, et s'emmêlant par couples légers autour d'elle. Car les colombes, par milliers, que ce bel amour intéresse, escortaient leur bonne maîtresse à ses rendez-vous journaliers. Vous dirai-je encore davantage? Si d'une part les verts ormeaux et les cèdres aux noirs rameaux, à mesure de leur grand âge, avaient poussé leur front serein et leur taille extraordinaire bien haut au-dessus du tonnerre, d'autre part, l'effort souterrain de leurs racines biscornues, travaillant la colline, avait fait que le castel se trouvait comme un temple parmi les nus. Et ce n'était plus comme avant colline humble, pente et mi-côte, mais pic d'azur, montagne où tout ne peut atteindre le vent. L'accès au prince en fut facile, soit qu'alors un char enchanté ou quelque autre engin les portait auprès de Rose en cet asile d'amour, de gloire et de repos, d'où l'on voyait par les vallées 10 000 villes assemblées, comme en leur parc, de blancs troupeaux, les mers et les eaux miroitantes, et les moissons et les forêts, et sur 100 000 arpents, auprès du lac profond, 100 000 tentes. Comment Rose accueillit Myrtille et du discours qu'elle lui tint Myrtille s'avançait au milieu des colombes, parmi les nus, et des abeilles revenues de leur voyage en ce haut lieu, d'où Rose eut le monde en offrande. Mais cette fois le conquérant, au monde même indifférent, trouve enfin que la terre est grande assez, puisqu'il a retrouvé Rose et son doux sourire, et, tel que je l'ai pu décrire, le castel qu'il avait rêvé. Et comme il déposait son glaive en s'agenouillant sur le seuil, Rose s'en vient lui faire accueil de ses deux bras et le relève. Heureux le jour où je te vois, Myrtille, heureuses les années qui rassemblent nos destinées, dit-elle. Et le son de sa voix, limpide comme une fontaine, est frais comme les belles eaux où viennent boire les oiseaux après une course lointaine. Heureux le songe où je t'ai vu. Et vous, compagne dévouée de son retour, soyez louée, abeille, pour avoir pourvu de tant d'honneur son beau courage, et pour me l'avoir ramené au lieu où notre amour est né, dans le premier temps de notre âge. Cher époux, tu m'es donc rendu, mais je n'eus que joie à t'attendre, puisque je t'ai d'un cœur plus tendre, en toute assurance, attendu, et cette assurance était-elle et me faisait vivre si fort que j'eusse attendu sans effort jusqu'à devenir immortel. Non, non, les ans n'ont apporté à notre amour aucun dommage, amour a toujours le même âge, et t'ai-je seulement quitté. Car, malgré les longues années, tu vois que sur mon front les fleurs dont nos noms portent les couleurs, ne sont point seulement fanées. Viens, Myrtille, donne-moi la main. Et bien que ta vertu connaisse l'arche d'amour et de jeunesse, je veux te montrer le chemin, et comment en notre demeure pour nous un même trône est prêt où j'avais dit qu'on me verrait venir jusqu'au jour que je meure. Et sur leur trône radieux ils furent, comme deux statues augustes et de blanc vêtues, comme on imagine les dieux auprès des déesses insignes, et leurs cheveux en s'argentant étaient devenus blancs autant que les colombes et les cygnes, car, puisqu'il faut vous dire tout en un mot, sachez, je vous prie, bien qu'un miracle de féerie eût été bien mieux de mon goût, que l'âge en cette conjoncture avait de même, pareil, rendu Rose et Myrtille aussi vieux qu'était la nature. Oh! Que s'il m'eût été permis, ainsi qu'aux poètes antiques, de créer des dieux authentiques, je les eusse en un temple mis parmi les plus touchants exemples d'amour et de fidélité, chacun contre l'autre à côté, sous un dais de pourpre aux plis amples, telles quelles avec leurs blancs habits ainsi qu'avec les myrtes pâles changées soudain en fleurs d'opale parmi des roses de rubis, car en même temps leurs prunelles et leurs sourires, en vérité, avaient pris l'immobilité qui n'est qu'aux choses éternelles. De cela, vous ne doutez pas, comme il apparaît, ce me semble, qu'ils étaient réunis ensemble et passés de vie à trépas, dans le petit castel de cire qui devint ainsi leur tombeau, et leur sort m'a paru si beau, qu'il m'a plu de vous le décrire. 8. Comment les abeilles chantèrent,
ce que l'auteur expose en manière de conclusion le vieux conte que j'ai suivi, dit encore, entre autres merveilles, que sur ce les bonnes abeilles, s'empressant toutes à l'envie, de miel et de cire embaumée vinrent murer le monument où notre glorieux amant dormait avec sa bien-aimée, et que notre essaim tout autour de cette belle sépulture, dont il avait clos l'ouverture, forma jusqu'au déclin du jour des chants faits de si doux bruits d'ailes, qu'il était plus croyable encore qu'il célébra les noces d'or des époux à jamais fidèles. Les deux talismans. Comment la fée Arbiane avait deux amants. La fée Arbiane avait deux talismans, un casque d'or qui rendait invisible, et, d'autre part, une épée invincible. Arbiane avait de même deux amants. Si je l'en blâme, au moins que l'on m'accorde, au lieu d'aller se creuser le cerveau, quand avoir trois chez nous n'est pas nouveau, et qu'au beau luth, il n'est point qu'une corde. Son choix ne fut ni bas ni hasardeux, tous deux étaient fils de roi, dit le conte. Elle donna l'épée à l'un pour compte, le casque à l'autre, et les aima tous deux. De garde au pied de sa tour d'émeraude, l'un de l'épée allait tout pourfendant, monstre, dragon, harpie et prétendant, et la gardait, en se gardant de fraude. L'autre invisible allait surprendre ainsi la fée à point en son bain d'eau de rose, et, comme on dit, ce ne fut point en prose qu'il lui conta son amoureux souci. Moralité: l'amant au casque est l'amant qu'on préfère, et je déduis d'amour et de ses lois, que vaillants coups d'épée et beaux exploits ne valent pas prudence et savoir-faire. Mulot et Mulotte. Comment Mulot et Mulotte reçurent dans leur cabane une vieille horrible. Deux vieux époux, pauvres et gens de bien, vivaient du temps de ma grand-mère Loi, comme beaucoup des héros que j'emploie. Ils se nommaient, si je me souviens bien, l'homme Mulot et la femme Mulotte. Tous deux étaient couchés dans le moment, et, dans leur lit, ils dormaient chaudement, vieil amour même empêche qu'on grelotte. Cette remarque est ici de saison, la neige avec la bise faisait rage tant et si bien, quand cette nuit l'orage menaçait fort d'emporter la maison. Je dis maison, je veux dire cabane. Car aux maçons, qui nuaient de cordeaux, il ne fallut qu'un peu de terre et d'eau, non plus de bois que la charge d'un âne. Comme il dormait, une voix appela, une et deux fois, puis trois, de telle sorte qu'il était clair que quelqu'un à la porte demandait aide. Et, parbleu, me voilà, fit le bonhomme, en quittant sa paillasse. Et rien n'est plus cruel que lorsqu'il faut quitter ainsi pour l'air froid le lit chaud. En aurions-nous fait autant à sa place? Oh! Pour l'amour de Dieu, demandait-on d'une voix douce autant que douloureuse. Mulot ouvrit. Mais une vieille affreuse entra, la voix, du coup, changea de ton. Fort bien, dit-elle. Elle était secouée de fièvre ensemble et de froid, les pieds nus, et puis lépreuse, à des signes connus, car elle avait une voix enrouée comme ont les chiens après de longs abois, la face ardente avec les chairs putrides, l'œil clair dans l'ombre, et sur la peau des rides réchies autant que l'écorce du bois. Vous auriez eu la preuve à voir sa mine, ses yeux méchants et ses ongles crochus, que pour bon cœur il n'est gens si déchus, puisqu'en pitié l'on prit cette vermine et que nos gens la mirent en leur lit. Mulot jeta dans l'attrait une bourrée, donna le linge, et Mulotte affairée eut du courage aux soins qu'elle accomplit. De comment cette vieille était une belle fée, et comment elle offrit de donner à Mulot et à Mulotte richesse et honneur comme on l'avait cette triple mégère voilà il pas que, sans désemparer. Elle en vient tout à se transfigurer, tant qu'en beauté le conteur n'exagère, et qu'elle en a blonds cheveux à monceau, les traits charmants, les chairsamignonnées comme au matin des roses fleuronnées, et les yeux bleus du bleu profond des eaux. D'un trait à l'autre on ne vit le passage et puis drap d'or, taffetas et satin, couleur d'iris et couleur du matin lui font gentil cotillon et corsage. Elle sauta du lit pour mieux causer, ayant un astre au front, qui l'illumine. Lors elle était de si gentille mine, qu'il eût fallu le roi pour l'épouser. C'était alors une ordinaire chose que fée errante et fantôme changeant, aussi ni l'un ni l'autre de nos gens ne s'étonna de la métamorphose.
Amis, je suis satisfaite de vous, leur dit la fée, et sa voix naturelle était ainsi qu'un chant de tourterelle, et son sourire encore était si doux, que nos bons vieux en furent vite à l'aise. Ça, faites-moi de grands souhaits, je veux en un moment accomplir tous vos vœux, reprit la fée. Mulot, et ne vous en déplaise, de votre part, c'est bien de la bonté. La fée, dit, que veux-tu pour bonne récompense? Mulot, dame. Rien. La fée, quoi? Rien. Mulot, rien du moins que je pense point. La fée, oh. Oh. Le cas est rare en vérité, et je vois bien qu'il faut que je vous aide. Et je sais trop, se dit-elle en songeant, par où le prendre, il n'est souci d'argent que l'homme riche ou pauvre ne possède point. Et se disant la fée avait raison, dépense induit en nouvelles dépenses. Richesse autant que misère dispense d'avoir un sous-vaillant à la maison. La fée, ami Mulot, veux-tu devenir riche à ton souhait? Mulot, et ne le suis-je pas? Ma femme et moi faisons nos 2 repas, ma belle dame, et mon bien est en friche. J'ai pour ma vache assez de foin fauché, mes 3 pommiers emplissent 10 corbeilles. Je mous 20 sacs de seigle, et les abeilles valent, par haine, 2 écus au marché. Je puis encore tous les jours de l'année sans vous fâcher donner aux pauvres gens, clercs en voyage ou moines indigents, l'aide du ciel que je vous ai donnée. La fée, à part. Le roi toujours n'eut si bon compagnon, et noble cœur fait souche de noble homme. Mulot, ma foi, serait bon gentilhomme. On en a vu bien d'autres, pourquoi non? S'adressant à Mulot. Maître Mulot, veux-tu que je te fasse seigneur séant, écuyer ou baron? J'attacherai moi-même l'éperon. Tu prendras nom Mulot de bonne face, et tu pourras porter en mon honneur le champ d'azur de mon blason de fée dragon d'argent et colombe coiffée. Et si sur ce quelque beau raisonneur vient à gloser, il l'ira dire à Rome. Mulot, je suis certain, belle dame, à vous voir que vous avez magnifique pouvoir et ne voulez vous rire d'un pauvre homme. Mais, voyez-vous, honneurs sont dangereux. L'autre semaine en notre voisinage un vieux seigneur, à peu près de mon âge, fut bien oxy aux croix du chemin creux. Il fut, pourtant, charitable en sa vie, de bon esprit comme de bon aloi. Je ne pourrais, en mon nouvel emploi, non mieux que lui, me garder de l'envie. Car je ne suis bien savant ni bien fort, et n'eus jamais encrié ni rapière. Et sans compter que mon cousin grand Pierre se gausserait certes, et n'aurait pas tort point. 3. Comment la fée voulut rendre à Mulot et à Mulotte la jeunesse, et de la bonne odeur de lilas qui se répandit dans la cabane. Quoique un peu sotte en toute cette affaire, la bonne fée eut le cœur de chercher quel nouveau dos le pourrait bien toucher et quel grand bien elle lui pourrait faire, et tout à coup elle lui demanda, « Aimes-tu bien ta femme ?» Mulot, il n'est, pardienne. Bonne besogne encore que la sienne. La fée, et l'as-tu bien toujours aimée? Mulot, oui da. Je m'en souviens, elle était de votre âge, c'était le mois qui suivit la moisson, il se peut bien alors qu'un bon garçon fasse sa cour sans manquer à l'ouvrage. Et, sans avoir le teint que vous avez, elle était bonne et belle à sa manière et fraîche ainsi qu'une fleur printanière. Bref, en 2 mois nous étions arrivés, nous connaissant déjà de longue date, à nous aimer. Si bien que les voisins en me voyant ramener ses poussins, fendre le bois et lui porter sa jatte, disaient, à quand la noce et le repas? Quoique la chose encore ne fût pas faite, car les parents sont toujours de la fête. Et cependant ils ne se trompaient pas. J'étais un gars de quelque économie, et je sus bien, le jour qu'il en fut temps, aller quérir 20 bons sous d'or comptant pour les bailler aux parents de mamie. Et depuis, dame, j'ai semé notre blé, et nous avons vécu toujours ensemble. N'est-ce pas tout vous dire, ce me semble. Le temps, ainsi que l'eau coule, a coulé point.
Maître Mulot, lui dit la bonne fée, et dans l'instant, le vent de renouveau qui remplit l'air vous eût pris le cerveau, comme un parfum de lilas par bouffée. Maître Mulot, veux-tu redevenir jeune, et revivre une jeunesse telle avec Mulotte, et Mulotte veut elle en même temps que Mulot rajeunir. Parle, Mulot, et parle aussi, Mulotte, car jusqu'ici tu n'as beaucoup parlé, et fée ou femme, en notre démêlé, n'eût pas manqué de porter la culotte. Mulotte, ainsi qu'elle eût fait à 20 ans, baissa les yeux, car, pour femme soumise, parler devant son homme n'est de mise, l'exemple est bon aux femmes de tout temps. Et Mulot dit, si ma pensée est nette, respect gardé, pourtant je ne puis point vous satisfaire encore sur ce point non plus que faire une réponse honnête. Excusez-en, madame, un vieux barbon. Vivre 2 fois est-il un avantage, et si je fais peau neuve en mon grand âge, serais-je bien mulot pour tout de bon? L'homme se prend aux ruses qu'il machine. Et je préfère encore ne rien changer, bon bûcheron n'a son fagot léger, et les ans lourds, qui me courbent l'échine, m'ont plus comme un fagot à fagoter, et bien qu'encore la charge soit pesante, je crois qu'avec Mulotte, ici présente, nous viendrons bien à bout de la portère. Votre bonté passe en tout mon envie, et pour ma part j'ai le sens trop étroit pour être induit à tenter par surcroît le sort chanceux d'une seconde vie. 4. Comment la fée en bonne personne but et mangea avec Mulot et Mulotte. Le conteur dit que l'on ne poussa pas, et que la fée était bonne personne. Chacun, dit-elle, à sa mode en raisonne, ami Mulot. Vous êtes, en tout cas, de braves gens, le reste vous regarde point. Puis, honorant Mulot comme il voulait, elle trempa du pain bis dans du lait et but avec nos bons vieux. Dieu les garde. Le prince Azur. Comment Geneviève attendait le prince Azur, et de la moralité générale que chacun peut tirer des contes des fées. Geneviève a 15 ans. Elle aime les étoiles, à l'heure où l'araignée aux herbes tend ses toiles. Le bois devient pour elle un lieu d'enchantement, la nuit s'emplit de voix magiques. Par moments, l'effroi surnaturel des choses l'enveloppe, elle frémit ainsi qu'une blanche antilope qu'émeut l'errant amour de son époux lointain. Elle a dans sa main frêle une branche du thym, et dans ses cheveux noirs des fleurs de renoncule. Sous la lune, en un pâle et moite crépuscule, confiante, elle attend que quelque char ailé l'emporte doucement vers le ciel étoilé, et croit, sitôt qu'un souffle anime les broussailles, que le beau prince Azur vient pour des fiançailles, mais craintive pourtant du prince ravisseur, comme pour se garder, joint les mains sur son cœur. Garde, garde ton cœur, ô petite amoureuse. Et crains que le grand mal d'aimer, un jour, ne creuse un amer et profond sillon sous tes beaux yeux, victime dévouée à l'amour soucieux, crains, trop aimante enfant, que, dans ton choix peu sûr, tu ne joignes les mains, un jour, sur la blessure que te fera de tous le seul qui t'aura plu, mais qui n'était pas tel que tu l'avais voulu. Épilogue. La ruse n'en est pas nouvelle, le vieux conteur que j'ai cité n'a jamais encore existé autre part que dans ma cervelle. Tout ce que je vous en ai dit est pour donner à chaque conte que j'invente et que je raconte plus de force et plus de crédit. Je connais la nature humaine, et c'est qu'un poète inconnu n'en serait autrement venu à vous mener où je vous mène. 9 novembre 1880. Note. Jamais amour n'a pu mieux s'exprimer qu'en 4 mots que je cite à mon aise, et j'aime fort la dame lyonnaise qui fit ce vers comme elle sut aimer. Pour le plaisir d'écrire œuvre si belle, je veux citer tout entier le sonnet. N'aimer la dame autrement si ce n'est de tout l'amour que je me sens pour elle. Sonnet. Oh, si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant, si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait envie. Si m'accolant, me disait, cher ami, contentons-nous l'un l'autre, s'assurant que j'y a tempête, Eurype, ni courant ne nous pourra disjoindre en notre vie, si de mes bras le tenant accolé, comme du lierre et l'arbre encercelé, la mort venant, de mon aise envieuse, lorsque soif plus il me baiserait, et mon esprit, sur ses lèvres fuirait, bien je mourrais, plus que vivante, heureuse.
Confère œuvre de Louise Labbé, lyonnaise, sonnet 13 table introduction le rosier enchanté belle mignonne sauge fleurie les trois petites princesses le petit castel de cire les deux talismans mulot et mulotte le prince azur épilogue note table. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook Conte des fées astérisque 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 Updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder.
Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumptions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9
If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
The trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Conte introduction. Le rosier enchanté. Comment une gentille fée était retenue dans un rosier, et comment elle offrit son amour à Jeannot. Moralité. Belle mignonne. I2 3 4 Moralité. Sauge fleurie. I2 3 4 Moralité. Les trois petites princesses. Moralité. Le petit castel de cire. I2 3 4 V6 7 8 Les deux talismans. Moralité. Mulot et mulotte. 2 3 4 Le prince azur. Épilogue. Note. Table. Introduction. The Full Project Gutenberg Licence.